Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. C'est la troisième et la dernière séquence de notre webinaire que nous avons organisé au nom de l'Opinion et de l'AGFI, avec bien sûr, comme les deux premières fois, le concours de Luxembourg for Finance. C'est la deuxième grande opération de ce genre que nous menons avec Luxembourg for Finance. On l'avait fait il y a 2 ans, dans des conditions évidemment très différentes. Cette année, nous sommes obligés bien sûr de respecter les règles sanitaires. Et une partie donc des intervenants se trouve à distance. Mais pour la première fois depuis 3 jours, en tout cas, mon invité est ici. C'est Jean-François Cirelli, le patron de BlackRock en France. Nous allons parler ensemble dans un instant. Mais avant, je voudrais à nouveau remercier Luxembourg for Finance pour sa participation et son aide dans l'organisation de ce colloque. Et vous rappeler également que ce webinaire est l'occasion d'avoir de vrais échanges avec vous, les internautes qui êtes connectés, puisque vous pouvez poser vos questions sur la plateforme qui est dédiée à cet événement. Et Olivier Bacusa, qui est dans une pièce à côté, au siège de l'Opinion, ici à Paris, récolte ces questions et les transmettra. Il sera votre intermédiaire, de manière à ce que nous ayons vraiment de larges échanges. Je vais tout de suite passer la parole à Nicolas Maquel, qui est le CEO de Luxembourg for Finance et qui, comme je le disais, nous accompagne depuis le début de cette opération. Nicolas. Merci beaucoup Nicolas Bétou. À mon tour aussi de vous souhaiter la bienvenue à cette 3e journée de notre conférence. Aujourd'hui, on parlera de digitalisation et de finances durables, 2 sujets qui eux aussi ont vu un coup d'accélérateur donné par la crise de Covid. La digitalisation elle-même a certainement entraîné une transformation de nos vies, que ce soit notamment à travers la manière dont nous faisons nos achats, à travers la manière dont nous procédons à des paiements ou simplement de la manière dont nous écoutons de la musique, dont nous regardons des films. Mais elle a aussi évidemment changé la manière dont la vie économique en général s'organise et la manière dont les entreprises travaillent. Et la Covid a véritablement changé cette donne, pas seulement aujourd'hui pendant la phase aiguë de la crise, mais probablement même au-delà avec le télétravail. Lequel télétravail, probablement sans la digitalisation et les moyens technologiques qu'elle offre, n'aurait pas pu se faire, certainement pas dans la même mesure, si cette crise avait eu lieu, par exemple, 10 ans plus tôt. La digitalisation, elle est là pour durer. Et donc, nous ne devons pas nous limiter à la subir, mais nous devons apprendre à l'apprivoiser et à l'utiliser au mieux de nos intérêts. Si cette digitalisation est avant tout un vecteur de changement et de transformation, l'autre sujet de cette matinée, la finance durable, elle, n'est rien de moins qu'existentielle. En effet, il s'agit d'assurer non seulement notre mode de vie, mais carrément notre survie sur la planète. Et la finance a un très grand rôle, voire un rôle central, à jouer là-dedans, notamment par la manière dont elle va fournir les financements qui seront nécessaires pour atteindre les objectifs fixés à Paris en décembre 2015. Mais la finance durable va évidemment aussi au-delà de la finance verte pour couvrir notamment aussi la finance sociale, elle aussi qui aura été, dont l'importance aura été soulignée par cette crise Covid, et je suis sûr que les 2 intervenants qui suivront M. Cirelli vont notamment l'évoquer. S'il est certainement encore trop tôt pour savoir comment cette crise va se poursuivre, il n'est pas trop tôt aujourd'hui pour décider quel avenir nous voulons et comment nous souhaitons le financer. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui notamment. C'est pour cela que je vais vous remettre entre les mains de Nicolas Bétou avec son invité. Mais avant cela, je tiens encore à remercier à mon tour aussi notre partenaire, nos partenaires, l'Opinion et l'AGFI, pour cette excellente collaboration transfrontalière entre la France et le Luxembourg. Et aussi, évidemment, les différents intervenants, ceux d'aujourd'hui, mais aussi ceux de hier et d'avant-hier,
et évidemment à la fin, notamment aussi notre soutien financier Cardiff Luxvie pour sa générosité. Voilà. Nicolas, je remets l'antenne à Paris et je vous remercie. Merci beaucoup Nicolas Maquel. Alors comme la tradition est maintenant bien établie depuis 3 jours, nous allons démarrer le sujet et démarrer nos entretiens. D'abord avec un rappel en images et en son des 5 chiffres ou des grands chiffres qui sont ceux autour desquels peut se structurer notre discussion. On avait parlé le premier jour de la crise du Covid avec les chiffres liés à l'intervention des États. Nous avons parlé hier de la Chine, avec les chiffres et les images qui montrent la montée phénoménale en puissance de la Chine. Aujourd'hui, bien sûr, puisqu'on parle de la transformation de l'économie et du monde, eh bien, les vedettes de cette transformation, ce sont les GAFA ou les GAFAM, puisqu'on ajoute très souvent à Google, Amazon, Facebook, Apple, on ajoute très souvent Microsoft. Voici le rappel des chiffres et des faits. Au printemps, la pandémie de Covid-19 a entraîné le confinement de la moitié de l'humanité. Les économies du G20 se sont alors effondrées de 11,8% en moyenne. Et pendant ce temps-là, les revenus de Google, Amazon, Facebook et Apple ont bondi de 45%. Rebelote au 3e trimestre, durant lequel les GAFA ont encore cumulé 228 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 38 milliards de dollars de bénéfices. À 4 et en 3 mois, Google, Amazon, Facebook et Apple ont engrangé près de la moitié des bénéfices annuels de tout le CAC 40. Les bénéfices d'Alphabet, maison mère de Google, ont explosé de 59% à 11,2 milliards de dollars grâce au retour des recettes publicitaires. À lui seul, Amazon a embauché 375 000 personnes en un an. C'est davantage que l'ensemble des créations d'emplois recensées en France en 2017, meilleure année de la décennie. Chaque mois, 3,2 milliards d'internautes, l'équivalent de 48 fois la population française, se connectent à l'un des services de Mark Zuckerberg, Facebook, Instagram, Messenger ou WhatsApp. Thank you. Une santé insolente qui a fait s'envoler la capitalisation des GAFA 10 fois plus vite que le reste du S&P 500 depuis le début de la pandémie. Ces groupes pèsent à eux seuls près du quart de l'indice phare de la bourse américaine. Une puissance qui fait peur aux États. Voilà un petit rappel, toujours utile pour comprendre les grandes masses en jeu, ces masses considérables. Un rappel signé Raphaël Legendre. Bonjour Jean-François Cirelli. Bonjour. Vous êtes le patron, le président de BlackRock en France depuis à peu près 5 ans. Hein. Vous avez été dans une première vie haut fonctionnaire, au Trésor. Vous avez travaillé dans des cabinets ministériels. Que dis-je? Vous avez travaillé à l'Élysée avec Jacques Chirac, puis à Matignon avec Jean-Pierre Raffarin, qui était à votre place, en tout cas à distance hier, pour cette keynote du matin. Et puis vous avez été nommé PDG de Gaz de France, et vous avez travaillé à l'ouverture à la concurrence de cette énergie, puis à l'ouverture du capital de Gaz de France, qui a été coté, et puis ensuite à la fusion avec Suez. Vous êtes devenu vice-président de GDF Suez, qui est devenu Engie ensuite, et depuis 5 ans, je le disais, vous êtes le patron, le président de BlackRock en France. BlackRock et Luxembourg. Et au Luxembourg, ça tombe très bien, vous allez nous en parler. BlackRock qui est, alors Nicolas Maquel disait télétravail, ça, BlackRock totalement en télétravail aujourd'hui? 100%. 100%. Personne. Et ça marche. Et ça marche, c'est ça. Je ne sais pas si c'est la bonne ou la mauvaise nouvelle. Oui. En tout cas, voilà, vous êtes là pour nous parler de la gestion d'actifs et de la transformation que ces agents peuvent impulser au monde d'avant, monde de pendant le Covid et puis peut-être le monde d'après, si toutefois cette expression a un sens. Est-ce qu'ils sont les grands agents de transformation? Est-ce qu'ils sont même trop puissants dans cette période? Quel est votre point de vue? Bien d'abord, merci pour cette invitation. Merci à l'Opinion, la GFI et à Luxembourg for Finance. Luxembourg for Finance avec lequel BlackRock entretient un dialogue construit, nourri et important. Et en tant que président pour ces 2 pays, je suis très heureux de constater une dynamique très positive entre la France et le Luxembourg. Et vous dire quand même 2 mots sur le Luxembourg et la France pour BlackRock.
BlackRock a choisi le Luxembourg comme plateforme de distribution de ses fonds. Et c'est d'ailleurs la plateforme la plus importante en dehors des États-Unis. Nous gérons au Luxembourg à peu près 200 milliards d'euros d'actifs, qui d'ailleurs sert une quarantaine de pays en dehors de l'Europe, y compris l'Amérique latine, l'Asie. Et nous avons choisi de Paris comme société de gestion pour tout ce qui est les fonds alternatifs, c'est-à-dire ceux qui ne sont ni des actions ni des obligations, comme la dette privée, les infrastructures, l'énergie renouvelable. Et là aussi, Paris gère à peu près une quarantaine de pays. Et donc, et quelle somme ? Alors là, c'est beaucoup plus petit puisque c'est une classe d'actifs qui est en augmentation, mais c'est, disons, une trentaine, une quarantaine de milliards. D'accord. Et donc nous sommes engagés dans ces deux pays. Et je voudrais juste signaler deux caractéristiques communes, je trouve, à la place financière de Luxembourg et de Paris, qui est d'abord la qualité de l'écosystème, que ce soit le pool de talents à Paris ou au Luxembourg, la qualité de la régulation dans ces deux pays. Et le second, c'est l'innovation. Ce sont deux places très innovantes. Au Luxembourg, nous avons créé des fonds qu'on appelle LTIF, Long Term European Investment Funds, et tout ce qui est fait en finance durable au Luxembourg et à Paris. Je crois que ce sont deux places à la pointe de l'innovation, et c'est ce qui est bien. Alors, vous m'aviez demandé de vous dire quelques mots sur la macroéconomie pour commencer. Donc, nous avons un institut chez BlackRock qui s'appelle BlackRock Investment Institute, qui réfléchit aux grandes évolutions macroéconomiques, mais aussi géopolitiques, qui peuvent impacter nos investissements. Et alors, d'un point de vue macro, il est clair que nous ne sommes pas dans un cycle normal fait de récession et de retour à la croissance. Nous pensons que nous sommes engagés dans un long ajustement à de nouvelles normes d'activité économique qui vont marquer les années à venir. Mais mon point de vue global, je dirais d'un point de vue conjoncturel, est de vous donner aujourd'hui une vision quand même plus optimiste que pessimiste. Et sur quoi nous pesons cela, nous soutenons cela. D'abord, il faut noter que le redémarrage de nos économies en Europe a été beaucoup plus rapide qu'attendu. Après le confinement. Bien évidemment, le quatrième trimestre est naturellement beaucoup plus difficile, puisque avec cette deuxième vague de coronavirus, ça conduit un peu partout à nouvelles restrictions qui vont peser sur la croissance et la dynamique qui était engagée après la fin de ce confinement. Donc l'activité certainement va se contracter à nouveau au quatrième trimestre, notamment en Europe. Peut-être là c'est la différence avec les États-Unis pour l'instant, mais d'une manière générale, nous notons que les pays européens ont quand même globalement savent mieux gérer le trade-off entre santé et économie. On ne ferme pas tout comme on l'a fait au premier trimestre. Et donc, quoi qu'il en coûte, en tout cas en France, tel qu'on l'avait connu au premier trimestre. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y avait des différences entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, mais grosso modo, on sait mieux gérer aujourd'hui. Et de ce fait, malgré la situation actuelle qui pèse, les perspectives de croissance que nous avons pour l'année prochaine sont plus élevées que celles que nous avions sorties à la fin du premier confinement. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vous interromps, mais vous êtes exactement à contre-temps par rapport à ce que dit, par exemple, la Banque de France, qui dit le redémarrage l'année prochaine sera, ou l'INSEE, pardon, le redémarrage l'année prochaine sera moins intense que ce qu'on pouvait imaginer. Il y a quelques mois, l'INSEE disait ce sera plus 8%, et aujourd'hui, il dit c'est plus 6%. Vous c'est l'inverse. C'est l'inverse globalement. Alors peut-être qu'il y aura des pays qui seront un peu moins partants, mais nous faisons l'hypothèse de l'Europe globalement, nous pensons que ça va être plus fort. Et puis ce qui étaye aussi cela, c'est quand même les perspectives désormais de vaccins, on l'a vu d'ailleurs un peu l'exubérance des marchés financiers suite à ça cette semaine, et puis le plan de relance européen qui certes a quelques petites difficultés de fin de parcours, encore aujourd'hui, mais qui quand même, et ça il faudrait quand même le signaler, c'est une action historique qui a été faite. Nous avons créé enfin, je dirais, une dette mutualisée en Europe et qui va être un élément fondamental pour les années à venir. Alors c'est le deuxième point, nous pensons toujours que l'impact du coronavirus sera moins élevé, moins fort, moins négatif que celui de la grande crise financière de 2008, dont on a mis à peu près 10 ans à s'en sortir. Et nous avons un chiffre là, nous faisons l'impact négatif cumulé sur la période 2008-2018 par rapport au PIB de l'année avant la crise. Donc si on regarde l'impact cumulé 2008-2018 par rapport au PIB de 2007, c'est moins 50%.
Donc c'est énorme. Et nous pensons que l'impact cumulé de la crise du coronavirus 2020-2023 par rapport au PIB de 2019 sera, entre guillemets, que de 20%. Donc c'est une crise d'ampleur moins forte que ce que nous avons vécu. Alors le dernier point, c'est que nous sommes dans une période de transformation structurelle, et on va en reparler, de nos économies, qui est caractérisée par une marche de plus en plus forte vers l'économie durable. On aurait d'ailleurs pu craindre ou penser que la crise actuelle allait un peu changer les priorités. Et ça n'a pas du tout été le cas. On est allé encore plus fort, je dirais, accéléré dans ce domaine. En même temps, se superpose une certaine forme de démondialisation, tout à fait, qui met à mal l'organisation des chaînes de production et la répartition de la valeur entre les continents. Je n'évoque pas la digitalisation, puisque ça va être le sujet d'après. Et en fait, il y a aussi ce que nous appelons, alors c'est un mot un peu fort, la révolution macroéconomique que nous venons de vivre, qui est, je dirais, une sorte de fusion de la politique monétaire et budgétaire. Alors certes, qui a été appropriée pour enrayer la chute de revenus de la plupart des acteurs économiques, mais qui devrait avoir des impacts inflationnistes et des impacts qui vont modeler la politique économique des années à venir. Ce que vous pointez là, c'est la BCE qui fait en gros la création monétaire, l'hélicoptère monnaie, qui distribue de l'argent au système financier mondial. Pas que la BCE, l'ensemble des banques centrales, et la Fed d'ailleurs la première, avant même à la BCE. C'est certainement ce qu'il fallait faire compte tenu de la crise, mais savoir la question c'est comment on va reprendre le contrôle du système. Comment on fait atterrir l'hélicoptère. Voilà, comment on fait atterrir l'hélicoptère. Et puis, il y a quand même eu, en politique monétaire, le renoncement explicite des banques centrales à leur cible d'inflation. Donc, qu'est-ce que ça va donner dans les années qui viennent ? Bon, sur l'effort budgétaire qui accompagne tout cela, en Europe, il est toujours là, il est même très présent. Aux États-Unis, on aurait pu penser, en tout cas, l'élection de Biden repousse l'idée qu'il y aurait moins de soutien budgétaire aux États-Unis. Donc, tout ça fait que, pour l'instant, on est plutôt optimiste sur la capacité d'aider. Alors, notre monde et nos économies sont en transformation, c'est un peu le sujet du moment. Le monde de demain sera certainement très différent du monde d'aujourd'hui. Alors, quelles sont les grandes tendances qui façonnent pour moi ce monde de demain ? Mais avant de cela, deux précisions. La première, c'est que ces forces étaient déjà présentes avant le coronavirus. Je veux dire, on n'a rien inventé. Le coronavirus les accélère, les renforce, mais il n'y a rien de nouveau, si je puis dire. Et le second, c'est que certaines s'imposent au secteur financier et d'autres, le secteur financier peut en être acteur. Alors si je prends les quatre tendances qui m'apparaissent pour moi les tendances les plus importantes, il y a l'accélération, la première, vers l'économie durable, sur laquelle je vais revenir. La montée inquiétante des inégalités dans nos sociétés, c'est un vrai sujet. Le troisième, c'est le retour de la géopolitique, certains diraient de l'histoire, avec les tensions politiques fortes, et puis, brièvement, les conséquences macroéconomiques de cette révolution politique budgétaire, politique monétaire un peu liée. Alors, sur la montée des inégalités, je pense que c'est un secteur où les autorités publiques ont par définition le premier mot, et c'est le primat du politique, mais la finance peut faire quelque chose là-dessus. Alors, cette augmentation des inégalités dans nos sociétés, c'est vraiment le sujet. Alors, Larry Fink le met en avant à chaque intervention, qui est donc le président de BlackRock, en effet. J'ai vu récemment que le président de la République française, dans sa grande interview à Grand Continent, le mettait aussi en avant. C'est un sujet qui nous préoccupe. 1% de la population mondiale détient plus de 50% de la richesse mondiale. C'est pas soutenable à moyen terme. Notamment, ça a naturellement des conséquences politiques avec la montée du populisme, mais ça a aussi des conséquences économiques majeures, notamment sur le risque d'investissement que nous prenons dans un climat où l'imposition du capital ne pourra aller qu'en augmentant, parce que ce sera une façon claire de réguler le sujet. Donc quelles vont être les conséquences de tout ça ? Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que finance ? Je pense que la réponse que la finance peut faire, c'est de pousser les entreprises à être encore plus souvent en lien avec la société, c'est de prendre en compte l'ensemble des stakeholders, comme on dit dans l'environnement, des parties prenantes.
C'est la notion de raison d'être que BlackRock met très en avant dans sa lettre de cette année. Larry Fink l'a mis très en avant. C'est l'idée que les entreprises, le tissu économique ne peut pas être indépendant de ce qui se passe dans la société. Et d'ailleurs, dans cette crise du coronavirus, on l'a vu dans le fameux ESG, environnement, social, gouvernance en anglais, qui sont les 3 piliers de la soutenabilité, de la durabilité. Le S était un peu le parent pauvre, on ne sait pas trop comment prendre le sujet social. Il a pris une résonance beaucoup plus forte dans cette crise, avec des investisseurs qui vous demandent comment on a géré le personnel dans cette période, comment on gère ses fournisseurs, comment on s'inscrit dans la société, est-ce qu'on a fait des dons aux hôpitaux. Donc tous ces sujets-là sont des sujets ces questions sont venues chez vous. Sont venus, oui, de nos clients. Donc voilà. Donc et objectivement, dans l'ESG, on parlait beaucoup de gouvernance, on parlait beaucoup d'environnement, on parlait peu de social. C'est je crois, une des innovations ou des conséquences de la crise. Sur le retour du risque géopolitique, là, je pense que la finance ne peut pas faire grand-chose. Il y a une certaine fragmentation du monde. Il y a la compétition États-Unis-Chine dont vous avez dû avoir hier avec Jean-Pierre Raffarin un discours sur ce sujet. Il y a la question de la suprématie technologique avec une question pour nous Européens qui est quand même qu'est-ce qu'on fait dans tout ça nous, pour l'instant, pas grand-chose. Entre deux mâchoires. Voilà. Donc, mais comment on s'en sort Voilà. Donc ça, ce sera en effet le sujet. Ce qui est clair, c'est que cette confrontation, cette géopolitique va conduire à des conséquences macroéconomiques et économiques qui va nous affecter. C'est certainement une augmentation des coûts de production, parce qu'il y aura des réorganisations des chaînes de production et de valeur avec tous ceux qui avaient choisi l'Asie comme cœur de leur métier, certains reviendront dessus, moindre mobilité du facteur travail, certainement dans les années à venir, plus de recherche de résilience par rapport à l'efficacité à court terme. Donc ce n'est pas la fin de la mondialisation, mais certainement une nouvelle forme de mondialisation. Et alors, le dernier point, mais je crois qu'on a dit un mot, c'est justement qu'est-ce que va devenir l'inflation dans ce monde de demain avec cette révolution macroéconomique. Voilà, donc où est la force de la finance dans cette transformation ? Bien là où elle est très présente, où elle est acteur principal, disait notre collègue luxembourgeois, c'est vraiment dans ce qui est l'économie durable. Et c'est vrai que personnellement, j'ai été très impressionné par l'évolution de cette profession financière en quelques années. La finance est quand même, je dirais, des gens plutôt prudents, voire conservateurs, pour ne pas le dire. Voilà. Et l'évolution des 4 dernières années est absolument phénoménale. Enfin, je crois qu'il n'y a pas trop d'exemples. Alors, un mot sur BlackRock quand même, parce que... Est-ce que je peux vous interrompre pour vous demander, à votre avis, d'où vient cette accélération ? En tout cas, d'où vient le côté extraordinaire de cette accélération ? De plusieurs choses. La première, c'est qu'il y avait l'idée, il y a toujours d'ailleurs pour la moitié des clients, mais il y avait l'idée qu'on choisissait, comme on dit en anglais, soit les valeurs, soit la valeur. C'est-à-dire soit l'ESG, mais c'est au détriment du rendement. Cette idée disparaît. Donc, il faut les deux. Non. Il faut la valeur. Choisir des fonds ESG, ce n'est pas au détriment du rendement. Et nous pouvons d'ailleurs montrer l'inverse, et BlackRock l'a montré encore récemment, les fonds qui ont le mieux performé dans la crise du coronavirus, tant en termes de résilience que de retour sur capitaux, sont des fonds ESG. Donc c'est plus incompatible. Avant, il fallait que vous choisissiez, bon, je fais le bien de la société, mais c'est au détriment de mon retour financier. Ce que n'est plus le cas aujourd'hui. Le second, c'est qu'il n'y avait pas de produit. Donc vous ne pouvez pas investir dans s'il n'y a pas de produit. Et le troisième, c'est qu'on savait très peu mesurer, finalement, les critères ESG, parce qu'il n'y avait pas assez de données, et donc on a fait aussi beaucoup de plans sociaux. Sans compter la pression un peu extérieure de la régulation, des États, des ONG, tout ça a fait que ça bouge. L'opinion publique. L'opinion publique, voilà. Ça c'est vrai aussi. Donc c'est une vraie forme de transformation. Et nous-mêmes, d'ailleurs, on le voit, en plus, si vous voulez, quand on regarde ce que font un gestionnaire d'actifs, en fait, on gère l'épargne des gens. Mais pourquoi les gens épargnent-ils ? C'est pas très compliqué, les gens épargnent pour acheter leur maison, pour financer l'éducation de leurs enfants,
pas partout, mais plutôt pas, et pour leur retraite. Et pour leur retraite, bien sûr. Donc il est vrai que nous, la plupart des fonds que nous avons sont des fonds qui sont donnés pour des perspectives de 20, 30 ans, très long terme. Donc de long terme. Donc nous devons avoir une vision de long terme, puisque c'est ce que les clients nous demandent, et nous pensons que nous pouvons gagner, c'est-à-dire tout le monde retrouver de la valeur, créer de la valeur, que dans la durée. D'où les pressions de long terme. Et si vous prenez en compte le long terme, vous prenez fondamentalement en compte l'environnement, et pas que l'environnement d'ailleurs, mais l'environnement. Et en plus, pour BlackRock, qui a une particularité un peu singulière par rapport à d'autres, nous avons 2/3 de nos actifs qui sont de la gestion indicielle. On appelle passive. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas faire ce que vous pouvez faire, chacun d'entre nous, si on n'est pas content. En général, la première chose, on vend l'action et on part. Nous, on ne peut pas sortir. Donc si on ne peut pas sortir, vous suivez l'indice. Nous suivons l'indice. Tant que les entreprises sont dans les indices, vous les suivez et nous ne pouvons pas en sortir. Donc nous sommes fondamentalement actionnaires de toutes les entreprises qui sont dans les indices. Et donc vous avez rajouté Tesla il y a 2 jours. Certainement, oui. Tesla qui vient de rentrer dans le S&P 500. On devait déjà être actionnaire. Mais ce qui nous pose un petit problème, c'est que si vous avez des entreprises dans des indices qui sont très carbone intensive, par exemple, eh bien, on va nous dire, mais que fait BlackRock ? Que faites-vous là-dedans ? Pourquoi vous êtes là ? Vous voyez bien que vous avez un double discours. Non, on est dans les indices, on est obligé d'y rester. Alors, ça nous conduit justement à insister vis-à-vis des entreprises, là où on le peut, c'est-à-dire par nos votes, par la défense des résolutions, sur le contrôle des entreprises. Et il faut bien comprendre que tout a un peu changé pour nous nous avons donné un grand tournant au cours de cette année, au début de cette année, avec une prise de position très forte de BlackRock. On a changé la façon dont nos équipes gèrent les risques. On a changé la manière dont on construit les portefeuilles et nos fonds, et on a changé notre manière dont on dialogue avec les entreprises. Qu'est-ce qui a changé ? Alors, qu'est-ce qui a changé ? Gérer les risques, eh bien, c'est de dire que les sujets de durabilité ne viennent pas au-dessus du processus de gestion des risques. Un asset manager, un gestionnaire d'actifs, il ne fait que gérer des risques. C'est la matière première. Ouais. C'est de dire le risque ESG devient un risque d'investissement, au même titre que le risque de liquidité, au même titre que le risque de crédit. Il faut intégrer. Nous mettons tous nos portefeuilles avec une notation ESG. 70% des 5600 portefeuilles actifs de BlackRock l'ont été faits au premier semestre. 100% seront faits d'ici la fin de l'année. Nous proposons tous les fonds à nos clients, une option par défaut, c'est-à-dire le standard. Si vous venez maintenant chez BlackRock, on vous proposera d'abord des fonds ESG et c'est à vous de dire que vous n'en voulez pas. D'accord. Il y a un opting out. Voilà. Ouais. C'est totalement... Quelqu'un peut dire je ne veux que du charbon et, oui. Alors, non, parce que du tabac et des armes. Non, parce que s'il dit... je veux trois industries tout à fait en général, safe, c'est ceux-là qu'on exclut. Si vous arrivez chez BlackRock en disant bon, écoutez, j'ai bien compris, mais moi je veux du charbon, on vous dira écoutez, monsieur, on vous le fait pas. Voilà, il n'y a pas. Il y a peut-être chez les autres, mais chez nous, on fait plus. Donc ça, c'est un changement, en effet, considérable. Et puis, transparence, parce qu'on est dans une société de transparence sur la notation, sur l'empreinte carbone. Donc ces notes-là que vous donnez, qui seront à 100% couvertes cette année. Alors ça ne veut pas dire que les fonds sont tous ESG, mais vous verrez sur chaque fonds la notation ESG, qui sont des notations auditées par l'extérieur, enfin pas naturellement. C'est pas vous qui vous notez pas que nous, enfin elles sont prévues. Alors nous avons deux convictions fondamentales pour cela. La première, c'est que les entreprises qui vont gérer le mieux le sujet de la durabilité seront les plus résilientes et donc celles qui, dans le long terme, ce qui nous intéresse, seront les plus profitables. Et donc c'est notre intérêt, je sais pas, simplement on veut sauver la planète, c'est l'intérêt financier de nos clients d'investir dans cela. Alors, encore une fois, ce n'est pas encore partagé. Là, il y a une étude de People and Money sur 26 000 investisseurs. On leur demande, est-ce que vous investiriez dans l'ESG ? La majorité écrasante dit oui. Est-ce que vous pensez que c'est mieux ? Ils vous répondent à 49%, c'est-à-dire la moitié répondent, nous pensons que c'est prendre plus de risques et moins de rendement. Donc, on n'a pas encore terminer notre pédagogie, d'expliquer que non, c'est prendre moins de risques et c'est avoir de meilleurs rendements. Et puis, le deuxième conviction qui est un peu fondamentale, c'est que nous sommes à l'aube d'un changement structurel fondamental de l'actif
et pérenne des préférences des investisseurs pour l'économie durable. Bon, alors ça, c'est clair. Devant nous, nous avons 14 000 milliards, 24 000 milliards dans les 15 ans qui vont passer, qui sont gérés aujourd'hui par des générations comme la mienne, Oui. et qui vont passer dans les mains des millennials. Et les millennials, ils sont plus intéressés par l'économie durable que les générations d'avant. On ne peut pas dire que les générations d'avant... Et donc, il y aura un tropisme, une attraction vers... Donc, de toute façon, nos clients de demain, et on le voit déjà, nous en demanderont davantage. Et si nous ne sommes pas capables de le fournir, ils ne seront pas contents. D'ailleurs, aujourd'hui, je pense que, bon, pas sans forfanterie, je pense que la plus grande gamme d'actifs de ESG, c'est chez BlackRock. Nous avons tout. Nous avons des ETF fixed income en ESG, jusque naturellement à de l'immobilier. Donc voilà. Donc devant nous, nous avons un développement spectaculaire de l'ESG, et donc c'est important justement, et c'est là l'intérêt d'avoir une place de Paris, une place de Luxembourg, très en avance, très innovante sur tous ces sujets-là. À Luxembourg, pour ne citer qu'un seul cas, je pense que dans le panel qui va suivre, la dame de Luxembourg, de la Bourse de Luxembourg, a développé des nouveaux produits très innovants pour nous et intéressants, Madame de Becker, donc je suis sûr qu'elle va en parler. Donc l'innovation est très importante. Alors, comment aussi, c'est bien gentil tout ça, mais comment on arrive à passer? Parce que ce que je vous dis, c'est quand même en général, il faut quand même bien voir que les grands gestionnaires d'actifs, ne demandent jamais des places au conseil d'administration, donc on ne peut pas être dans les boards pour dire voilà ce qu'il faut faire. On est toujours minoritaire, on a rarement plus de 5% des voix d'une entreprise. Mais il y a beaucoup d'entreprises dans lesquelles avoir 5%, c'est déjà avoir une position forte. Dans les entreprises cotées, quand même, il y a beaucoup d'entreprises cotées où un actionnaire, une position importante, une ligne importante, c'est 3-4%. C'est vrai, mais est-ce que vous savez, ce qui d'ailleurs ça m'a beaucoup étonné d'ailleurs, BlackRock a fait une étude sur qui détient les grandes entreprises européennes, les 435 grandes entreprises européennes qui sont dans le MSCI Europe. 39% est détenu par les investisseurs institutionnels. On n'est pas majoritaire. 61% du capital du MSCI, qui fait 80% à peu près du free float des marchés, sont dans les mains de fondations, d'holdings, de familles, de l'État et d'autres actionnaires. Donc en fait, les investisseurs institutionnels sont minoritaires. Pour être très franc, je pensais à l'inverse. Moi, je pensais qu'on était quand même majoritaire. Donc il s'agit pour nous d'agir dans les conseils d'administration, dans les votes aux assemblées. Et alors, il y a deux façons de faire. Il y a soit vous associer à des délibérations, voilà. On le fait assez peu, nous, ça nous est d'ailleurs reproché. On le fait assez peu parce qu'on pense que ce n'est pas la meilleure façon de gérer les choses et que ça ne donne pas grand-chose. Parce que c'est public, parce que c'est voyant. Non, c'est public, bien sûr, mais ça ne donne pas de résultats. Et alors on peut se féliciter qu'on ait atteint 15%, mais enfin ces 15%, c'est les réalisations n'a pas passé. Nous, on pense que ce qui est le plus efficace, ça ne veut pas dire qu'on ne le fait jamais, mais parfois on nous reproche, donc vous n'êêtes pas assez proactif, supporter des actionnaires, des résolutions, parce qu'on pense que ça met naturellement l'accent sur des approbations fortes, c'est beaucoup plus public. Et c'est souvent mal rédigé. Bon. Donc on le fait, mais à bon escient. En revanche, nous pensons que ce qui est le plus efficace pour un acteur comme le nôtre, c'est de voter contre les administrateurs. Et alors, dans beaucoup de pays... Contre les administrateurs, par exemple, qui ne soutiennent pas vos positions. Non, qui sont renommés. Et alors, dans beaucoup de pays, et ça c'est quelque chose qui n'est pas connu en France, mais dans beaucoup de pays, on renomme les administrateurs tous les ans. Ah oui. Donc vous avez une action beaucoup plus rapide que par exemple en France. Et dans beaucoup de pays, prenons l'Allemagne, vous devez décharger le board de sa responsabilité. Donc chaque année, il y a une résolution pour décharger la gestion du Conseil. Bon, ce qu'on ne fait pas, par exemple, en France. Bon. Eh bien, donc, cette année, nous avons voté contre ou nous sommes abstenus dans plus de 5000 cas. Donc, c'est pas n'importe quoi. Donc, il y a vraiment... Et alors... Mais pardon de vous interrompre, mais avant ça, bien sûr, vous avez des discussions. Il y a le dialogue. Des négociations peut-être même, non? Comment? Des négociations peut-être même. Alors, négociation, c'est pas le bon terme, mais avec on dit le PDG, le CEO... Ah oui, ça se passe maintenant...
Alors, il y a quelques années, les CEO nous disaient, quand ils faisaient leur roadshow, leur fameuse roadshow, ils disaient, vous nous parlez de ESG, mais quand je vois vos portfolio managers, quand j'ai 2 minutes sur le ESG, on peut s'assurer mais content. C'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, aujourd'hui, ce dialogue, et puis le fait de voter publiquement, et ça, nous avons aussi subi la pression de l'extérieur. Nous pensions, mais ce monde-là est derrière nous, que ce qui était important pour nous, c'était le dialogue managérial entre le management, BlackRock, sur le thème on n'est pas content, on est content, et quand on n'est pas content, on votait contre, mais on ne le disait pas. Donc en gros, on nous disait vous faites rien. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus transparents. Il faut être vocal. Et puis il faut être transparent. Donc nous avons décidé cette année, nous publions tous les 3 mois l'ensemble de nos votes. Nous publions, quand ce sont des sociétés avec haut profil ou près dans l'actualité, le bulletin de vote le jour même. Ah oui. Donc les gens peuvent le voir. C'est violent, pardon, mais c'est violent. C'est violent, oui, mais c'est le signe du changement. Et nous avons cette année, par exemple, donné la liste de 53 entreprises, avec nominativement, vous pouvez le voir, au mois de juillet. Donc, nous ne sommes pas contents de ces 53-là. Nous avons voté contre. Dedans, il y a Lufthansa, il y a Daimler, il y a Exxon. Bon, donc très, 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 très précis sur ce qu'on peut faire et pas faire. Donc, d'une manière générale, moi, mon sentiment, c'est que ce monde-là est en pleine transformation. Est-ce que la finance est trop puissante? Je ne le pense pas, mais elle a pris le sujet. Ça, c'est clair, elle a pris le sujet. Nous ne sommes pas les seuls, bien évidemment. Mais on a pris le sujet. Est-ce qu'on peut mettre un bémol? Oui, c'est-à-dire que cette pression extérieure, alors là c'est vraiment moi qui parle, fait que ce qu'on nous demande, c'est très vite, y compris par les États d'ailleurs, qui parfois se défaussent un peu sur la finance, il faut quand même le dire aussi, cette pression fait qu'on veut nous faire passer des entreprises qui sont marron foncé au vert le plus éclatant, tout de suite. Bon, c'est pas possible pour beaucoup d'entreprises et beaucoup de secteurs. Sans les abîmer, en tout cas. En tout cas, ça leur demander un effort qui est impossible, ou alors c'est au détriment de la perte de millions d'emplois. Donc, un peu la question, c'est comment trouver le bon équilibre entre on y va plutôt rapidement, parce que quand même les sujets sont là et il ne faut pas trop attendre, mais sûrement pour accompagner et que la finance arrive à accompagner cette transition. C'est assez facile de dire qu'on sort du charbon, pour nous, Européens, des armes, c'est plus compliqué, parce que vous dites, c'est quoi ceux qui les fabriquent, ceux qui les distribuent, ceux qui les vendent, enfin bon, où est-ce qu'on va? Du tabac, c'est peut-être un peu plus facile, mais en tout cas, une fois qu'on est sorti de ces trucs-là, c'est beaucoup plus compliqué d'accompagner. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à transitionner tout en accompagnant ceux qui ont plus de difficultés. Et ça, c'est pour nous très important. On a fait le recensement des secteurs où l'empreinte carbone CO2 est la plus importante, vers comment on peut vous accompagner, ne pas en demander d'aller plus vite que ce qu'ils sont capables. Donc il faut pousser. Mais pas... prendre en compte quand même qu'il y a derrière des emplois, des sociétés, et des choses comme ça. Un mot sur, avant de revenir sur ce que vous nous avez dit, un mot sur les votes contre que vous exprimez et que vous publiez. 5000 votes, disiez-vous. 5100 même. 5100 votes cette année. Est-ce qu'ils sont principalement concentrés sur le non-respect de votre grille de lecture de l'ESG, ou est-ce que, par exemple, puisque l'inégalité, la montée des inégalités est un sujet important pour vous, est-ce que, par exemple, vous avez voté contre des rémunérations, contre des packages, contre des stock options, contre ce qui nourrit le sentiment d'inégalité? Oui. Alors, le sujet de la rémunération des CEO est toujours un sujet, a été pendant très longtemps, entre nous soit dit, le seul sujet qui intéressait les entreprises, qui était, quand on venait voir un peu son asset manager, qui était de dire, on voyait très bien, mes collègues me disaient, c'est très intéressant, une fois qu'ils ont la réponse, est-ce que vous allez soutenir la rémunération, et quand la réponse est oui, le reste, parce que le secrétaire général qui était là, son grand intérêt, c'est de ramener voir le patron en disant tout va bien. Bon. Donc, et c'est vrai que dans les 5000 votes dont je vous parlais, il y a beaucoup de votes sur la majorité encore sur les sujets de gouvernance, de diversité, de rémunération, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus de votes contre sur l'ESG et qu'il y a des débuts de votes contre sur le social, sur la politique, par exemple, de ressources humaines. Bon, alors, il y a des sujets
qui serait impossible en France, enfin en Europe même. Par exemple, aux États-Unis, nous avons demandé des disclosures sur les composantes ethniques et raciales des entreprises. Bon, impossible en France, les statistiques n'existent pas. Elles sont interdites. Elles sont interdites, voilà, elles sont interdites. Bon, donc de voir si les entreprises représentent un peu la société, jusqu'où, etc. Donc tous ces sujets-là commencent en effet à venir en dehors du sujet, je dirais aujourd'hui un peu classique, qui est est-ce que vous avez un board, un conseil d'administration qui représente bien la diversité. Vous parliez du rythme du changement et de ce réglage idéal qu'il faudrait trouver entre le fait qu'il faut y aller et puis le fait qu'il ne faut pas abîmer l'entreprise. On a eu un exemple assez récent et assez spectaculaire au fond en France, chez Danone, où il y a eu un changement de gouvernance qui a troublé les marchés. Hein, et s'est installée l'idée que le patron de Danone avait, au fond, été trop vite, ou en tout cas s'était trop projeté sur des valeurs planète, bien-être, raison d'être, peut-être au détriment de ses préoccupations liées à qu'est-ce que c'est que ma boîte, comment je la fais fructifier, et qu'est-ce que je rends aux actionnaires. Vous l'avez senti, ça ? Non. Non, nous avons soutenu Danone et son patron. Et d'ailleurs, si vous regardez notre rapport de juillet, nous avons 2 pages sur Danone en disant que c'est bien. Alors, il n'y avait pas de sujet. C'est-à-dire qu'il y a toujours des sujets, il y a des sujets, et un sujet d'ailleurs qui n'est pas celui de Danone, qui est celui du coronavirus, qui est le court terme par rapport au sujet de long terme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont des problèmes d'abord fondamentaux de liquidité, et donc on peut penser, et on les a accompagnés en disant nous sommes d'accord que les sujets de court terme peuvent prendre une importance plus grande que... La balance est différente. La balance est différente, voilà. Bon, mais n'oubliez pas le long terme. Donc l'important, c'est pas... Alors naturellement, si ça conduit à déconnecter totalement l'entreprise, c'est peut-être un peu un sujet, je ne voudrais pas m'exprimer sur un cas particulier, mais on comprend très bien que les préoccupations de court terme viennent un peu bousculer nos sujets. Après, il faut là aussi raison garder et être pragmatique. J'ai noté une de vos phrases lorsque vous parliez de cette accélération de la transformation. Nous avons, comme tout le monde, subi la pression de l'extérieur. Est-ce que tout ça, au fond, n'est pas une espèce de mécanique, je ne juge pas, je ne dis pas si elle est bonne ou mauvaise, une espèce de mécanique qui s'est enclenchée sous une espèce d'empire du politiquement correct et qui fait que les opinions publiques ont mis en accusation la finance, qui s'est dit je peux faire bouger les entreprises, qui au fond sont obligées de bouger parce que et la finance et l'opinion publique, les clients, les actionnaires, l'opinion publique ont bougé. Ah mais de toute façon, nous avons des mandats de nos clients. Oui, mais vous pouvez être proactif. On sent bien les lettres de Larry Fink que vous avez citées à une ou deux reprises. Ça fait une forme de jurisprudence, ou en tout cas, ça crée un moment dans l'évolution du regard des investisseurs. Tout à fait. Vous êtes un des grands investisseurs du monde, de la planète. Ça crée un changement dans le regard de ces investisseurs. Tout à fait. Mais parce que ce sont Larry Fink, c'est pas lui, c'est pas l'oracle qui se lève le matin et qui se dit tiens, ce serait bien le long terme. Ou ce serait bien de mettre un peu plus d'ESG. C'est parce que nous sentons que le monde est en train de changer et que nos clients sont en train de changer et que nous voulons conserver la confiance de nos clients. Pas plus que ça. Alors, la régulation a beaucoup changé les choses. Oui, bien sûr. Donc, quand je dis l'importance du monde extérieur, c'est la régulation essentiellement qui pousse. En revanche, bien sûr, nous avons eu des campagnes contre nous, c'est très facile. Oui, on va en parler. Des ONG, sur tous ces sujets-là. Bon, je pense qu'il faut trouver, il faut là aussi la raison. Nous avons fait le choix, et nous avons voulu le réaffirmer en janvier 2020, de ce tournant majeur, qui n'a pas toujours été compris. En tout cas, on dit oui, est-ce que vous dites ça, mais est-ce que vous allez vraiment le faire? Enfin, il y a toujours un peu le soupçon. Ils disent ça, mais en fait, et puis l'opportunisme. L'opportunisme, tout ce qu'on veut. En réalité, c'est un vrai changement. Et quand est-ce qu'on voit que c'est un vrai changement? C'est quand l'entreprise agit différemment. C'est plus de la communication. C'est lorsque vous mettez... chez nous, il y a par exemple, pour prendre un exemple très concret, il y a une grande direction de BlackRock qui s'appelle la gestion des risques, qui revoit tous les portefeuilles. Celle-là, jusqu'en janvier 2020, regardez pas les portefeuilles sur l'ESG. Quand vous dites tous vos portefeuilles seront vus par...
en interne, ça change les les process, choses, bien sûr. les process. Bien sûr. Dans cet univers, évidemment, où BlackRock a une marque, un nom qui a été au centre d'un certain nombre de polémiques, est-ce que d'abord vous avez depuis longtemps, ou est-ce que vous avez même, ne serait-ce qu'un instant, des relations? Est-ce que vous travaillez avec les ONG? Ah oui, nous travaillons avec beaucoup d'ONG, mais je pense que... À leur demande, à la vôtre? Ça s'est fait... C'est mixte. Ça s'est fait mixte. Alors, si vous voulez... de toute façon, comme nous sommes actionnaires à peu près partout dans le monde, nous avons des sujets partout dans le monde. Nous avons un gros sujet qui, en général, n'est pas mentionné en Europe, qui est ce que nous faisons dans la forêt amazonienne avec les compagnies, par exemple. Donc, il faut travailler les ONG. Après, il y a ceux qui sont dans l'idée qu'on peut aider et qui reconnaissent que c'est mieux de faire bouger les acteurs financiers gentiment, je dirais, que leur cracher à la figure. Et puis ceux qui pensent qu'ils vont faire leur publicité en mettant n'importe quoi. Enfin, voilà. Vous accusant d'être le diable. Voilà. Vous êtes le diable. Peut-être. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas... Alors peut-être c'est un process de long terme, mais en tout cas vous n'avez pas aujourd'hui réussi à faire passer cette image que vous nous décrivez depuis un moment, ESG, inégalité, elle n'est pas venue supplanter l'image du diable, ou en tout cas de celui qui est, disons, trop puissant pour être tout à fait blanc. Oui, trop puissant, c'est quelque chose que les gens, naturellement, alors les Français, ils aiment bien les grands chiffres, les grands trucs, c'est la puissance financière, des milliers de milliards de gestion. On a un peu l'impression qu'on pourrait se lever le matin et se dire, tiens, ce matin, je vais tout mettre dans l'or. Pouce levé, pouce baissé. Voilà. Nous travaillons avec des clients qui sont... Nous, on n'a pas de clients finaux. C'est pas vous, c'est pas moi le client final. Ce sont des banques, des assurances. Et ces gens-là nous donnent des mandats. Et nous travaillons dans le cadre de ces mandats. Et je pense qu'en France, on a été instrumentalisé, mais que la vision de BlackRock dans le monde reste une vision plutôt positive. En tout cas, dans le monde des investisseurs et de nos clients. Alors, on va pouvoir en juger tout de suite avec les internautes qui vont vous poser des questions. Juste à côté de ce studio, dans les locaux de l'Opinion, Olivier Bacusa a dû récolter un certain nombre de questions d'internautes. Je suppose que ces questions sont même nombreuses. Absolument, et je vous passe la parole, Olivier. Oui, de nombreuses questions qui balayent très très large pour rebondir sur votre métier qui finalement est de gérer des risques. De nombreuses personnes s'interrogent sur la compatibilité entre le virage vert de l'économie et de la finance aussi, mais aussi de la casse sociale, des inégalités sociales qui se creusent, qui seront une résultante de la crise. Est-ce que tout ça, finalement, est compatible? On voit bien naître aujourd'hui des jacqueries, comme par exemple avec les petits commerçants, la hausse du chômage et donc le corollaire, la baisse des revenus. Est-ce que cette aggravation des inégalités est compatible avec le virage vert de l'économie et de la finance? Si j'ai bien compris votre question, la réponse est oui. Je disais, il faut raison garder dans les efforts que nous demandons aux entreprises, et nous en sommes conscients. Si vous me dites demain, il faut mettre toutes les entreprises pétrolières en leur disant vous faites plus d'hydrocarbures, on stoppe vos financements, et vous laissez 3 millions de gens au chômage, la réponse est non. Après, c'est ce qu'il faut qu'on trouve aujourd'hui, mais collectivement, ça c'est pas individuellement, c'est l'idée d'aider à la transition verte, écologique, si vous voulez, tout en gardant, bien évidemment, l'ensemble social et la cohésion sociale. Est-ce que c'est évident? Certainement pas. Si c'était facile, je pense que tout le monde le ferait. On l'a vu avec les Gilets jaunes en France. La contradiction entre basculer des gens qui ont un peu de pouvoir d'achat vers des consommations qui sont plus coûteuses. On ne va pas dire aux gens, si vous n'avez pas d'argent, vous allez prendre des trucs verts qui sont 3 fois plus chers. C'est pas comme ça que ça marche. Mais donc, je pense que si on s'y met tous, on peut trouver les bons moyens de transitionner, sûrement, je le disais, mais dans l'intérêt de la cohésion sociale et de l'économie en général. Une autre question qui rebondit sur l'actualité, c'est celle du Brexit. Les négociations ont lieu en ce moment entre l'Union
l'Union européenne et le gouvernement de Boris Johnson. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, a longtemps répété que la place financière et donc l'économie française pouvaient en profiter. Vous disiez que BlackRock gérait en France et au Luxembourg 200 milliards d'actifs. Demain, avec le fait que des entreprises vont perdre leur passeport européen et certainement loger de l'activité sur le continent, quelle incidence réelle cela va-t-il avoir sur l'économie et sur la finance ? D'abord, il me semble, et nous sommes extrêmement attachés de cela, que l'intérêt de l'Europe, et donc l'Europe continentale demain, c'est d'avoir un puissant marché des capitaux unique en Europe pour financer correctement nos économies et nos entreprises. Donc tout ce qui peut renforcer ce qu'on appelle l'union des marchés de capitaux est un plus. Donc la première chose à faire, c'est d'être conscient que nous allons être moins anglo-saxons et donc nous devons trouver chez nous une profondeur de marché, une amplitude qui nous permette à nos entreprises d'être financées correctement par rapport à aujourd'hui. Après, qu'est-ce que ça va changer ? Je ne sais pas trop comment les dernières négociations se passeront. Mais il faut, Paris a beaucoup d'avantages, ça c'est sûr, mais il faut aussi une place ouverte. Un peu le regret que j'ai un peu en France et vis-à-vis des acteurs français, c'est qu'on veut bien que tout le monde vienne à Paris, mais on ne veut pas leur laisser des places dans le marché français. Et ça, c'est quand même un petit sujet. Vous ne pouvez pas attirer les étrangers en disant « venez à Paris » si vous leur dites « le marché français est fermé ». Or, aujourd'hui, le marché français est quand même pas réglementairement, ce n'est pas une question réglementaire, mais très fermé. Donc il faut que ce marché français s'ouvre aussi. Autre sujet dont vous avez beaucoup parlé avec Nicolas, c'est celui de la finance responsable, de la finance durable, à travers notamment les offres ESG qui sont de plus en plus nombreuses. Comme elles sont plus nombreuses et que derrière il peut y avoir un certain nombre de choses qui tiennent compte de critères divers et variés, est-ce que tout ça doit être davantage encadré ? J'ai cru comprendre qu'en début d'année, l'AMF avait réfléchi à une doctrine sur le sujet, tout comme l'autorité des marchés financiers européens. Est-ce que vous êtes favorable à ça ? Oui, mais moi je suis favorable à des normes internationales. Nous étions dans des situations stupides où ce qui est, entre guillemets, labellisé vert en France ne l'est pas en Belgique, ou l'est différemment en Allemagne, etc. Donc il y a d'abord un grand effort de taxonomie européenne, on l'appelle comme ça, pour que au moins les Européens disent la même chose sur la même chose, et qu'on soit tous, quand un produit est labellisé vert quelque part, il soit labellisé vert aussi ailleurs. Ce qui était encore une fois pas le cas. Donc il faut faire des efforts là-dessus et il faut avoir des standards mondiaux si possible. Parce que nous, l'intérêt pour un grand investisseur, c'est qu'on définisse la même chose, que ce soit à Seattle, à Moscou, à Madrid et à Paris. Donc oui, et les efforts que font la France sont des efforts louables. Il faut les voir aussi dans un cadre donc plus large que le cas français. Alors, sur ce sujet, il y a de nombreuses entreprises qui publient dans leur compte un rapport de développement durable qui explique ce qu'elles font de bien, pour la faire court, pour la planète. Est-ce que c'est notamment c'est Sir Ronald Cohen, donc, qui est l'un des acteurs importants de la finance responsable, qui était le fondateur d'Apax Partners, qui plaidait pour que les entreprises publient désormais des comptes à impact qui prennent en compte l'impact positif et aussi négatif sur des critères ESG. Qu'en pensez-vous ? C'est ce qui se fait déjà au Royaume-Uni. Il y a plusieurs façons de le faire, bien évidemment, mais c'est vrai que l'idée de dire non seulement voilà ce que je fais de positif, mais voilà si je ne prends pas de décision ce que je fais de négatif est aussi une bonne idée. Alors après, il va falloir, ce qui est important, c'est quand même qu'on arrive à peu près tous à se mettre d'accord pour ne pas demander 36 000 choses aux entreprises, et ce serait utile. C'est pour ça que c'est important d'avoir des standards. Nous sommes très en faveur d'un standard qui s'appelle TCFD en français, pour qu'on parte tous de la même chose et qu'on ne demande pas 36 choses aux entreprises qui ne vont plus s'y retrouver non plus. Donc, mais l'idée de prendre l'inaction comme également, je dirais, un élément, si on ne bouge pas, voilà les conséquences sur votre entreprise à moyen terme, il me paraît une bonne idée.
Qu'est-ce que vous observez chez BlackRock sur la conjugaison entre ce virage vert qu'on retrouve dans les fonds ISR par exemple, mais aussi ce virage fort de la technologie? Comment tout ça se conjugue? Comment peut-on œuvrer pour la planète tout en œuvrant aussi à travers de l'innovation? Qu'observez-vous en tant qu'investisseur sur ces deux sujets, sur la conjugaison entre tech et vert? Je ne saurais pas trop vous répondre là-dessus. Bon, chacun va défendre que tech est par définition plus vert. Je ne sais pas si c'est vrai. Donc je n'aurais pas une vision, je dirais, très, très affirmée et documentée pour vous dire, voilà, on va dans cette direction, c'est bien, c'est pas bien, ou ça se combine pas. Je crois que c'est un peu trop tôt pour le dire, en tout cas. Une question très précise sur Aladdin, un outil que vous utilisez, c'est le nom d'un outil que vous utilisez chez BlackRock. Comment l'avez-vous adapté précisément pour mieux gérer et pour mieux prendre en compte ces obligations de critères ESG? Alors, Aladdin est une plateforme technologique qui nous sert à la gestion des risques. Si vous regardez les thèses complotisme, c'est beaucoup plus différent que ça, puisque c'est une sorte de grand Manitou qui connaît tout avant tout le monde et qui nous dit tout comment ça va se faire. Ce serait trop beau, on en rêverait, mais ce n'est pas le cas. Eh bien, comme je vous le disais, c'est un instrument qui nous permet de gérer les risques, et nous avons introduit dans Aladdin, à côté des risques de liquidité, de crédit, tous les risques que nous retrouvons, le risque ESG. Et donc, si vous allez sur Aladdin, dès que vous ouvrez une application sur une entreprise, sur une action, sur une obligation, on vous donne, maintenant nous avons réussi à intégrer dedans l'ensemble des critères ESG, on vous donne sa notation. Et donc celui qui gère, le responsable de la gestion du portefeuille, peut choisir l'entreprise, naturellement, il peut choisir, mais chaque fois qu'il choisit une entreprise, il a immédiatement l'impact ESG qui sort. Ça veut dire que s'il veut dégrader sa note ESG, il peut le faire, s'il veut l'améliorer, il peut le faire, mais en tout cas, il a la connaissance immédiate de l'impact ESG de la décision qu'il prend. Et donc, eh bien, après, il l'assume et il voit si ses clients sont d'accord ou pas d'accord. Mais en tout cas, donc, nous avons introduit, donc ça a pris beaucoup de temps, hein, ça a à peu près pris 3 ans, pour intégrer tout cela, cette immense donnée ESG dans toutes nos bases de données, pour que ceux qui gèrent se rendent compte des risques qu'ils prennent en matière d'ESG. Et donc, ce qui nous a permis, justement, ce tournant dont je parlais du début de l'année 2020. Parmi les grands risques ou les grands enjeux qui se posent au monde et à l'économie demain, vous avez parlé de l'accélération de l'économie durable, la montée des inégalités, le retour de la géopolitique, les conséquences les politiques économiques et monétaires. Un certain nombre d'internautes s'interrogent sur le risque humain, le risque des ressources humaines. On vit une digitalisation qui bouscule le temps, qui accélère le temps dans les entreprises, dans les économies. Comment est-ce qu'on gère ça? Alors, vous disiez que BlackRock était à 100% en télétravail. C'est quelque chose qui a profondément bousculé et modifié les conditions de travail, les habitudes de travail de millions de salariés en France et de milliards de salariés dans la planète. Est-ce que ça, c'est un risque? Le risque ressources humaines? Oui, je vous disais, alors objectivement, ce n'est pas un risque que la finance regardait de très près jusqu'à très peu de temps. C'est un peu là la novation des conséquences de la crise du coronavirus. Nous sommes rentrés dans ce qu'on appelle Human Resources Management, c'est-à-dire la gestion des ressources humaines, avec des débuts de questions très précises sur les entreprises. Mais nous sommes... Alors, il y a le sujet de fond qui est comment l'économie va créer des emplois et où, dans les 20 prochaines années, il y a eu énormément de rapports qui nous ont expliqué qu'il y avait 20 ou 30% des emplois qui ne seront plus là à cause de la digitalisation. Je suis sûr que vous allez en parler après. Bon, ça, c'est un sujet sur lequel nous n'avons pas... Enfin, les financiers n'ont pas d'opinion, ou en tout cas ne l'expriment pas par leur vote aujourd'hui. Hein. Ce qui est important, c'est de comprendre comment les politiques sociales, humaines sont gérées dans les entreprises. Et c'est, si je puis dire, là, une conséquence positive de cette crise qui est d'avoir mis la lumière sur cette question qui n'était pas du tout gérée, vue, réfléchie
dans le côté investisseur. Donc aujourd'hui, on y rentre. On est encore à l'aube de cette entrée, je crois, mais c'est sûrement quelque chose qui va s'accélérer dans les semaines et les mois et les années qui viennent. Merci Jean-François Cirilli. Comme vous avez fait vous-même la transition avec la table ronde qui va suivre, on parlait de la Covid-19, qui est une sorte d'accélérateur de particules dans la vie des entreprises et dans la tech, la digitalisation. Merci infiniment. Il y avait beaucoup de questions. J'ai essayé de les condenser et de vous les relayer. Après le jingle qui va suivre, donc on va passer à la prochaine table ronde qui sera animée par Raphaël Legendre, qui est journaliste à la rédaction de l'Opinion, à qui je vais laisser le soin de présenter ces deux intervenants. Raphaël, c'est à toi. Merci à vous. Merci beaucoup Olivier, merci Jean-François Cirilli. Alors effectivement, c'est une transition parfaite pour cette nouvelle table ronde pour laquelle on va discuter de la Covid comme accélérateur finalement de particules sur deux niveaux, à la fois sur l'impact des organisations, du business, et puis aussi on va essayer de comprendre comment un pangolin mal digéré a pu impacter le monde de la finance globale dans son ensemble. Pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir deux personnalités. Bertrand Poupart-Lafarge, qui est directeur financier d'AXA France, également président du conseil d'administration d'AXA Bank. Et puis, depuis le Luxembourg, Julie Baker, qui est Deputy CEO ou directrice générale adjointe de Luxembourg Stock Exchange, la bourse de Luxembourg. Bonjour à tous les deux. Est-ce que vous m'entendez bien pour commencer? Très bien. Très bien. Ravi de vous accueillir autour de ce webinaire consacré à la Covid, avec une première question peut-être pour commencer sur l'organisation interne de vos organisations. Avec vous, Bertrand Poupart-Lafarge, y a-t-il eu un avant et un après Covid? Oui, tout à fait. Il y a eu une accélération d'une tendance qui avait déjà commencé il y a quelques années, puisque chez AXA France, depuis 2-3 ans, l'ensemble des collaborateurs avaient un bureau qui était nomade, ou avec un ordinateur portable, et ils pouvaient travailler de différents endroits. Alors, du jour au lendemain, l'ensemble des collaborateurs ont dû travailler à partir de chez eux, et ça s'est passé assez facilement d'ailleurs, puisque l'ensemble des collaborateurs ont pu, dès le premier jour de confinement, être 100% en travail à partir de chez eux. Depuis, il y a eu le déconfinement, il y a eu le reconfinement. Pendant la période de déconfinement, les collaborateurs étaient 50-50, 50% sur site, 50% chez eux. Ils sont repartis maintenant quasiment la totalité en confinement. Donc il y a eu une accélération d'un phénomène qu'on avait déjà vu et qu'on va continuer à voir dans les années à venir, à savoir probablement de plus en plus de télétravail. Et ça, c'est une révolution, effectivement. Aujourd'hui, on est à 100% de télétravail. Ce ne sera peut-être pas le cas plus tard, quand les choses reviendront à la normale, mais il y aura un avant et un après. Alors, dans cette balance coût-avantage, j'imagine que vous avez beaucoup de choses à nous expliquer. Moi, je trouve ce sujet absolument passionnant. L'avantage, on voit bien, c'est l'équilibre vie privée, vie professionnelle pour les collaborateurs. On voit que les directions s'y sont mis aussi de manière un peu plus souple. Mais quels peuvent être les risques, Bertrand Poupart-Lafarge, que vous rencontrez actuellement? Oui, alors c'est effectivement un sujet qui est passionnant. On s'était mis au télétravail, en fait, d'un point de vue social, pour pouvoir offrir des meilleures conditions de travail aux collaborateurs, en particulier ceux qui ont beaucoup de transport pour venir au bureau, et donc ça leur permettait d'éviter ce transport-là. On s'est rendu compte pendant le premier confinement qu'au-delà de ce gain de temps, il y avait potentiellement aussi des gains de qualité de travail, puisque il y avait un certain nombre de tâches et un certain nombre de métiers qui se faisaient très très bien en télétravail, avec potentiellement des gains de productivité. Maintenant, c'est pas non plus la panacée, parce que il y a un collectif qui est important à entretenir. Et dans une entreprise, c'est pas juste une somme d'individus, c'est également un collectif qu'il faut continuer à entretenir. Aujourd'hui, on sent qu'il y a une appétence de plus en plus importante pour le télétravail, et donc il y a ça à mettre en balance
avec le collectif. D'un autre côté, pour l'entreprise, c'est aussi l'occasion de réduire ses coûts en termes d'immobilier. Et donc, si il y a cette tendance qui continue à augmenter, il y aura également des gains potentiels en termes de réduction d'immobilier, à condition, bien entendu, que ce télétravail soit réparti dans la semaine et qu'on n'ait pas uniquement le vendredi et le lundi qui soient télétravaillés et le mardi, mercredi et jeudi qui soient sur site. Vous avez vous-même des projets chez AXA France de réduction d'immobilier d'ores et déjà? Alors, écoutez, c'est intéressant parce que depuis le premier confinement, le nombre de personnes qui se sont inscrits en termes d'intérêt pour le télétravail a doublé. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on réfléchit. On a en permanence des baux qui arrivent à échéance et qui doivent être renouvelés. Et dans cette logique-là, on se dit que ça sera peut-être l'occasion de réduire notre empreinte immobilière et en augmentant le télétravail. Je me tourne vers vous, Julie Becker. Même question. Alors, j'imagine que le télétravail préexistait déjà à la Bourse de Luxembourg, mais la crise a tout changé. Absolument. Absolument, je pense que c'est un scénario assez similaire à celui que AXA a vécu également en France, à la différence près que surveiller des marchés et en assurer le bon fonctionnement et l'intégrité à distance était un vrai défi, mais ça s'est réalisé sans aucune difficulté finalement et en très peu de temps. D'ailleurs, je lisais en fait une enquête de McKinsey que je trouve assez significative dans l'accélération justement de cette transition et de ce télétravail grâce à la Covid, par laquelle finalement, au lieu d'avoir mis 1 an, comme c'était estimé en fait préalablement à la Covid, pour atteindre des niveaux de télétravail qu'on connaît aujourd'hui, en moyenne dans le monde, on a mis 11 jours. Nous, à la Bourse de Luxembourg, c'est 4 jours qu'on a mis, et ceci a généré aussi une accélération des changements d'état d'esprit. Nos collaborateurs se sont extrêmement bien adaptés. Je trouve que ça a aussi généré une solidarité entre les équipes, puisqu'on faisait face finalement tous ensemble au même contexte et aux mêmes difficultés. Et l'accélération de ce changement d'état d'esprit se manifeste aussi en fait dans nos managers, dans nos leaders, qui doivent aujourd'hui avoir la capacité de gérer ces hommes et ces femmes. Pour répondre aussi à la question précédente sur la gestion des ressources humaines, c'est un vrai défi dans la manière d'insuffler une culture d'entreprise ou de la maintenir, de garder évidemment tous ces collaborateurs motivés et aussi de supporter l'innovation. Voilà, en termes d'innovation, évidemment, ce télétravail, il accélère aussi l'accès aux outils digitaux et technologiques. Je pense qu'on a tous utilisé les meetings Zoom, par exemple, dont le CEO a dit aussi qu'il y a eu une accélération phénoménale qui est passée de 10 millions à 200 millions en l'espace de 3 mois. Donc oui, c'est impressionnant. Oui, c'est notable, effectivement. Sur la balance risque-avantage, on parle beaucoup de risques psychosociaux aussi, de risques d'isolement de certains employés, des problèmes d'insertion de nouvelles recrues aussi au sein de l'entreprise. Quels sont les outils pour gérer ça de votre côté, Julie Becker? Vous avez parlé beaucoup de communication interne au sein de l'entreprise de votre côté. Tout à fait. Je pense que c'est la grande leçon, en tout cas en ce qui nous concerne de cette crise sanitaire, c'est que la communication, comme le marketing, qui sont souvent des fonctions qui malheureusement subissent souvent les crises économiques et financières qu'on traverse, et bien aujourd'hui ce sont des fonctions phares, des fonctions clés, non seulement au niveau interne pour s'assurer effectivement de la cohésion sociale au niveau de l'entreprise et de l'inclusion qui est absolument nécessaire de tout un chacun, mais aussi au niveau externe. Il y a une vraie transformation de la communication institutionnelle qui passe désormais sur des plateaux télé, et la preuve en est en fait la manière dont cette interview est organisée aujourd'hui. C'est aussi assez sidérant de voir qu'elle doit être déclinée à l'avenir en programme télévisé. Donc voilà, ça c'est aussi un impact substantiel de cette accélération digitale. Les limites de cette digitalisation, Alain, je pose les questions à tous les deux. Bertrand Poupart-Lafarge, quelles sont les limites que vous voyez à ce nouveau mode de travail qui est en train de s'installer et qui sera durable? Les limites, on ne les connaît pas tout à fait encore parce qu'on n'a pas vécu ça sur une très longue durée, mais ce dont on a pu se rendre compte, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que le lien entre les équipes doit être absolument maintenu. Alors, il y a beaucoup d'outils digitaux et on a mentionné Zoom, on peut mentionner Teams, on peut mentionner un certain nombre de choses qui permettent de
maintenir ce lien-là. Malgré tout, ça ne remplace pas complètement le présentiel, et notamment sur l'intégration des nouveaux arrivants, sur le travail en équipe, sur tout ce qui est un petit peu création, innovation. C'est quand même compliqué de le faire uniquement en distanciel. Donc, on a testé un petit peu ces limites, on ne les a pas vues entièrement, et donc il y a une tendance de fond, on s'inscrit dans cette tendance de fond, on propose de continuer à avancer dans cette direction-là, mais il faut être conscient que ça ne remplace pas complètement le présentiel non plus. Eh oui, la relation humaine, c'est très important, Julie Baker, au sein des entreprises, des organisations comme les vôtres aussi. Absolument, et aussi bien en interne qu'à l'extérieur vis-à-vis de nos clients. Je pense que le développement des relations existantes ne pose pas de difficultés majeures, bien au contraire. En revanche, l'acquisition de nouveaux clients, évidemment, est beaucoup plus compliquée à distance. Le networking, tous ces éléments en fait, qui se font effectivement jusqu'à maintenant nécessairement en présentiel et où le contact humain en direct nous manque crucialement. Au niveau interne, c'est la même chose. Je pense que les limites, elles se rencontrent aussi dans la gestion des ressources humaines, notamment au niveau du recrutement, où eh bien, en fait, une rencontre en 3 dimensions n'a rien à voir avec un entretien uniquement via conference call ou via visio. De la même manière que pour la gestion ou l'éducation. Alors l'éducation traditionnelle, effectivement, elle passe online assez facilement, je pense, de façon générale. En revanche, je pense qu'il y a certaines limites aussi au niveau soft skills, par exemple, ou au niveau de certains programmes qui ont justement pour vocation aussi de créer des relations interpersonnelles entre les différents participants à ces formations qui sont beaucoup plus compliquées à mettre en place, avec aussi des contraintes très matérielles comme des réseaux horaires, en fait, qui doivent être trouvés au niveau mondial pour permettre de connecter l'Asie, l'Europe et les États-Unis en même temps. Oui, sur des plages horaires qui peuvent être très larges pour certains cadres, effectivement. Alors, les impacts sur le business. Bertrand Poupart-Lafarge, parlons-en. Comment la crise du Covid a impacté la relation des agents d'AXA France avec les clients, avec les prospects, et peut-être plus largement, quel impact, quelle transformation du monde financier ça peut avoir sur une entreprise comme AXA France? Écoutez, tout d'abord, je voudrais saluer tous nos agents qui ont fait un boulot absolument formidable, notamment pendant le premier confinement, à une époque où c'était très très compliqué de faire du business, puisque à ce moment-là, l'ensemble des agences ont dû fermer au public, et finalement, le concept même de l'agence, c'est d'être au contact de ses clients et d'être à proximité de son client. On a un réseau qui est très dense, on a un maillage terrain assez fort, et donc ça remettait quand même assez fortement en question cette proximité. Est-ce qu'elles sont encore ouvertes aujourd'hui? Je vous coupe une seconde, Bertrand Poupart-Lafarge. Est-ce que vos agences sont encore ouvertes aujourd'hui? Ou est-ce qu'elles subissent les fermetures administratives comme beaucoup d'agences? Pendant ce second confinement, ils sont toujours ouverts. Alors, le premier confinement, ils étaient ouverts. Les contrats d'assurance sont donc un produit essentiel. Exactement. Dans le premier confinement, les agences pouvaient ouvrir, mais ils ne pouvaient pas recevoir du public. Et donc, du coup, ils ont dû s'adapter et travailler également par digital et être en distanciel. Donc, ils ont continué à assurer le service, mais comme ce qui était mentionné tout à l'heure, c'était quand même très, très compliqué pour avoir des nouveaux clients et pour travailler des prospects. C'était facile de gérer les sinistres. Enfin, c'était facile. C'était plus compliqué, mais on pouvait gérer des sinistres, on pouvait entretenir des relations commerciales, mais c'était difficile d'aller chercher des nouveaux clients. Là, pendant ce second confinement, les agences peuvent rester ouvertes au public. Donc, c'est, entre guillemets, plus facile. Ça reste quand même très compliqué parce que l'environnement est compliqué et l'environnement n'est pas tellement à la circulation des personnes dans les rues et à aller voir un agent comme ça spontanément sans avoir quelque chose de spécifique à aller chercher. D'accord. Julie Baker, même question. Comment se passent les relations commerciales quand on a des émetteurs de partout autour du monde? Alors j'imagine qu'il y avait déjà des relations par visioconférence digitalisées, mais le contact est important. Comment cette crise impacte le business de la Bourse de Luxembourg? Alors effectivement, de la même manière, le contexte digital finalement s'est assez bien
mis en place et a permis d'encadrer les relations existantes. Et je peux vous donner quelques exemples uniques aussi de Ring the Bell cérémonies, les fameuses cérémonies de la cloche qui sont très spécifiques à des bourses pour célébrer en fait les entrées en bourse ou les cotations de nouvelles obligations, émissions obligataires, pardon. Et bien très récemment, en fait, on a assisté à un événement unique que je me suis même dit en fait que c'était vraiment un moment historique que j'étais en train de vivre au sein de la bourse elle-même, où cette célébration a été organisée avec la direction de la bourse présente sur place, bien entendu, mais aussi la maison mère d'une banque chinoise qui émettait une obligation durable, justement, présente depuis Shenzhen dans ses locaux, avec un traducteur qui traduisait de façon simultanée comme s'il était juste à côté de nous, et puis sur un troisième écran même, le ministre des Finances qui participait aussi à cette cérémonie exceptionnelle depuis l'ambassade de Luxembourg, pardon, à Paris, lieu où il était à ce moment-là, et c'est vrai que c'est unique de vivre ce genre de cérémonie qu'on n'aurait jamais anticipé il y a quelques mois. Donc c'est faisable, ça demande une certaine logistique, des compétences nouvelles aussi. On est en train de regarder dans nos recrutements potentiels justement, qui au détriment finalement des déplacements professionnels qui sont bien entendu complètement amoindris en fait cette année, voire réduits à néant. Eh bien en fait ces économies de coûts en fait sont investies dans le marketing et la communication digitale. On participe aussi tous les ans au meeting de la World Bank et du FMI à l'assemblée annuelle à Washington, et cette année les meetings se sont déroulés alors dans le réseau horaire américain essentiellement, mais depuis Luxembourg à travers des écrans transfrontaliers, et ça s'est très bien passé. Et comme je le disais tout à l'heure, je pense que c'est plutôt pour l'entrée en relation nouvelle qu'il y aura à l'avenir un peu plus de difficultés. C'est passionnant tout ça. D'un mot chacun peut-être quand même pour terminer sur l'impact sur la planète de cette crise. On a parlé finances vertes tous les deux pour préparer cette émission, et vous avez tous les deux constaté une très forte augmentation, soit des levées de fonds, soit des investissements dans l'ESG, dans la finance verte. Un mot très rapidement, 30 secondes chacun. Bertrand Poupart-Lafarge, sur cette dynamique. Oui, là aussi, ça a été un accélérateur. C'est des choses qui existaient déjà. Il y avait une lame de fond où on voit bien que les investisseurs veulent donner de plus en plus de sens à leur épargne, veulent que la façon dont ils déploient cette épargne soit cohérente avec les préoccupations de la société actuelle. Le problème du réchauffement climatique, le problème de la transition énergétique sont des sujets qui sont chers à beaucoup d'épargnants, et donc on propose bien entendu des produits qui vont dans ce sens-là, que ce soit de la finance verte, que ce soit ce qu'on appelle des transition bonds qui permettent à financer justement cette transition énergétique. On voit bien, c'était des mouvements qui ont commencé déjà il y a plusieurs années, et on voit bien dans le contexte actuel, c'est un accélérateur de ces mouvements-là. Oui. Puisque les personnes se posent bien entendu beaucoup de questions sur le sens de toute cette économie. Même constat de votre côté, Julie Becker, je crois, hein, sur l'augmentation des levées de fonds, notamment du côté de l'ESG et des banques de développement multilatéral. En 30 secondes. Absolument. Et donc sur notre plateforme LGX, la Luxembourg Green Exchange, effectivement, on a constaté au mois d'avril en particulier des banques multilatérales de développement qui se sont mobilisées d'une façon substantielle et jamais vue en fait au niveau du financement en fait des impacts de cette crise à travers des obligations sociales. Donc je crois que la grande leçon effectivement de 2020 en fait qui devait être en fait l'année et le début de la décennie de la transition, et qui l'est aussi, mais c'est aussi l'émergence en fait de ces obligations qui ont été émises en réponse à la crise sanitaire et qui prennent la forme d'une obligation sociale ou d'une obligation durable. Et c'est vraiment le S de ESG qui a été mis en évidence à travers cette crise, avec des obligations sociales qui ont été émises dans des montants colossaux et multipliées par 7 par exemple pour le seul mois d'avril par rapport à la moyenne mensuelle de ce type d'émissions d'obligations sociales sur les 2 années précédentes. Donc nous à la Bourse de Luxembourg, c'est voilà, exactement, exactement. Très bien, merci. On voit bien ce côté accélérateur de la crise, là, effectivement, y compris sur la finance verte. Tous ces sujets sont absolument passionnants. Vous restez tous les deux avec nous. Je crois qu'on a quelques questions du côté d'Olivier Bacusa, des questions des internautes pour tous les deux. On vous écoute, Olivier.
Oui, Raphaël, de nombreuses questions. Alors déjà sur la première partie de l'intervention de Julie Becker et de Bertrand Poupart-Lafarge, sur le télétravail et l'enjeu de cybersécurité qui est lié au télétravail. Est-ce que tout ça, quels enseignements en tirez-vous sur ce front-là, notamment donc sur la confidentialité des échanges faits entre vos collaborateurs et vos organisations par le travail à distance, étant entendu que vous travaillez et l'un et l'autre sur des métiers sensibles où les données doivent être évidemment protégées. Qui veut répondre à cette question? Ou peut-être tous les deux. Julie Becker, peut-être vous. C'est intéressant de savoir comment... Je veux bien. Effectivement, je pense qu'il y a aussi une accélération en fait, de la prise de conscience de ces risques de cybersécurité, de sécurité de la donnée de façon plus générale, avec un recours à l'encryption et au mode VPN en fait, qui est substantiellement aussi accru dans le monde. Une prise de conscience de nos collaborateurs avec des formations, en fait, c'est une sensibilisation très très régulière. Et des tests de phishing aussi réguliers pour constater effectivement quel est le niveau de maturité de nos collaborateurs et quel est leur niveau de capacité à détecter effectivement des situations éventuelles de hacking. Bertrand Poupart-Lafarge, c'est intéressant de savoir comment vous êtes organisé d'ailleurs avec votre réseau d'agents. Je crois que c'est à peu près 3000, 3500 personnes qui ont la particularité de ne pas être salariés d'AXA France mais d'être des indépendants. Comment ça se gère ? Non, mais ce sujet de cybersécurité est évidemment critique. On transige beaucoup de sommes d'argent, c'est l'argent de nos clients, c'est très important. Donc, c'est absolument stratégique d'avoir le bon niveau de cybersécurité. Et plus on est dans le digital, plus c'est important. En particulier en distanciel, s'assurer que des identités des personnes, s'assurer des volontés des personnes. Il y a beaucoup de protocoles, il y a beaucoup de choses qui sont mises en œuvre, mais c'est un travail de longue haleine et sur lequel on travaille en permanence. Et en particulier dans cette période où tout a été digital, on voit également que l'activité des attaques cyber est quand même assez importante et c'est très important d'avoir un système qui soit complètement sécurisé. Et est-ce que tout ça est compatible, c'est vous-même qui en avez fait mention, avec des outils qu'on pourrait qualifier d'outils qu'on prend sur une étagère, une numérique, les Teams, les Zoom, les Google Meet. Est-ce que la sécurisation des données est compatible dans le monde de demain avec ce tel type de logiciel ou au contraire, la crise fait émerger des coûts cachés et des nécessités d'investissement encore plus élevées? Alors, évidemment, c'est coûteux, toute cette cybersécurité, mais c'est des choses qui sont absolument indispensables. On ne peut pas ne pas investir dans cette cybersécurité. Il faut qu'on puisse garantir à nos clients une parfaite sécurité. Donc là-dessus, on ne transige pas et on investit les sommes qui sont nécessaires pour proposer justement cette sécurité à nos clients. Maintenant, c'est une tendance qui est inéluctable. Donc de toute façon, il n'y a pas d'alternative. On est obligé d'aller vers du digital et on est obligé de proposer une sécurité qui soit adéquate. Et dans le cas d'une transaction contractuelle, est-ce que la signature électronique, du coup, est devenue la norme ? Alors, sans vouloir rentrer trop dans les détails, parce que selon les produits, c'est plus ou moins compliqué. Il y a quand même des produits sur lesquels c'est encore très compliqué d'aller dans la signature électronique, puisque pour avoir une signature électronique complètement sécurisée, il faut que le client soit lui-même déjà déclaré auprès d'un prestataire de signature électronique. Donc, ça rend les choses très compliquées. Sur le volet épargne, vous avez tous les deux fait mention de l'appétence très forte et du virage qui était irréversible vers une économie plus verte et du coup vers une économie socialement responsable. Néanmoins, on a bien vu par crainte du chômage, par crainte de jours difficiles, que les épargnants, c'est le cas en France, avaient beaucoup mis d'argent sur des comptes de dépôt, le livret A pour ne pas le nommer. Qu'est-ce qu'on peut améliorer sur les offres ESG pour durcir le virage que vous avez évoqué? La simplification, de l'harmonisation des offres? Je pense que ça commence aussi par les définitions et cette fameuse taxonomie qui a déjà été évoquée.
et qui se limite aujourd'hui à certains secteurs simplement environnementaux, il faut en fait la rendre accessible à tous et essayer effectivement d'adopter un langage commun qui soit clair et simple. Donc ça passe aussi par l'éducation, ça passe bien entendu par la mise à disposition de ces produits auprès de la clientèle, ce qui implique en amont une formation aussi des différents acteurs de marché de la finance, des conseillers en investissement, des banquiers, qui doivent aussi être en mesure de recueillir les préférences de durabilité de leurs clients et leur offrir les produits adéquats. Or aujourd'hui, et malgré toutes les obligations sociales et durables qui ont été émises cette année, on fait quand même clairement face à un manque de produits, à un manque d'offres, notamment pour les investisseurs retail, qui doivent pouvoir aussi avoir confiance en fait dans ces produits et ces produits qui doivent être disponibles. Donc il y a deux aspects. Au niveau de la disponibilité, on voit que les obligations sociales qui ont été émises récemment, et même celles de l'Europe, les deux obligations sociales de l'Europe qui ont été émises initialement 17 milliards et puis 14 milliards, qui ont été sursouscrites 13 fois. Il faut imaginer 233 milliards de book orders, c'est colossal, c'est vraiment du jamais vu. Ce qui veut dire qu'il y a une vraie mobilisation, en tout cas des investisseurs institutionnels. Au niveau des retail, il faut qu'ils gagnent confiance dans ces produits, ce qui veut dire qu'ils doivent être transparents. Je pense que l'investisseur a besoin de comprendre à quoi va être alloué son argent et comme le mentionnait Bertrand préalablement, ils ont aussi besoin de donner du sens, au-delà du rendement purement financier, à l'impact de leur investissement sur l'environnement et au niveau social, ce qui veut dire que l'émetteur doit rendre des comptes et c'est le rôle des bourses justement de s'assurer de cette transparence. Bertrand, pour parler Lafarge sur ce sujet. Oui, juste un mot. Alors c'est quelque chose qui nous tient à cœur particulièrement chez AXA. Nous, 100% de notre offre d'épargne est aujourd'hui libellée épargne citoyenne. Donc, c'est un critère qu'on a mis en place sur des critères ESG. C'est important que les personnes qui viennent chez AXA sachent que quand ils mettent leur argent et qu'ils investissent, quand ils nous confient leur épargne, cette épargne sera investie avec des critères très stricts d'ESG et sur 100% de leur épargne. C'est quelque chose qui compte pour eux de plus en plus et c'est quelque chose qui est complètement en ligne avec nos valeurs. Alors, AXA est un assureur, mais c'est aussi une banque. C'est le concept de l'assure-banque versus le concept de banque-assurance. Donc, j'imagine que vous commercialisez aussi des livrets de développement durable. Comme leur nom l'indique, ils œuvrent en principe pour le développement durable. Comment c'est une offre qui peut être améliorée ? Alors, on est une banque, mais on est une banque qui est dédiée à nos réseaux de distribution. Donc, c'est une banque qui accompagne nos agents de façon à pouvoir offrir à nos clients une gamme complète d'épargne et une gamme complète de services qui va de la banque à l'assurance. Donc, dans ce contexte-là, on offre bien entendu les contrats de dépôt, mais on a quand même une tendance naturelle à aller plutôt sur les produits d'épargne d'assurance. Une dernière question, investir, la quête de sens des épargnants, elle peut passer aussi par le fait de vouloir investir dans l'entreprise d'à côté. Je schématise un petit peu, mais pas forcément investir dans des fonds, mais dans des entreprises qui seront non cotées. Il semblerait que ce soit un type d'investissement qui est le vent en poupe. Bertrand, pour parler Lafarge là-dessus. Alors, je ne vais pas poser la question à Julie Becker parce que précisément vous co-dirigez une bourse, mais chez AXA, c'est une demande que vous observez chez les épargnants qui viennent toquer à la porte des agences AXA ? Oui, tout à fait. Et c'est tout à fait ça va tout à fait dans le même tendance de donner du sens à son épargne. Et dans cette logique-là, on a lancé récemment un fonds en mois de septembre qui s'appelle AXA Avenir Infrastructure, qui est un fonds qui investit dans les infrastructures. Donc, c'est des projets qui sont extrêmement concrets, qu'on peut tout à fait expliquer aux épargnants. Ils n'investissent pas dans un fonds sans savoir ce qu'il y a derrière. Il y a des infrastructures long terme. Et on va lancer début d'année prochaine un fonds qui s'appelle AXA Avenir Entrepreneur et qui va permettre à nos épargnants d'investir justement dans des petites sociétés, ce qu'on appelle traditionnellement du private equity et qui était traditionnellement plutôt réservé à des investisseurs institutionnels. Les investisseurs particuliers vont pouvoir investir dans ce type de société.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci Julie Becker, merci Bertrand Poupart-Lafarge. On est quasiment dans les temps, on a débordé d'une minute. Je vais redonner la parole après le jingle qui va bientôt apparaître à Nicolas Bétou pour le mot de conclusion de cette webconférence qui, c'était son originalité, ce sera donc tenu en 3 jours à travers 3 épisodes différents et 3 thématiques différentes. Nicolas, c'est à toi. Merci beaucoup Olivier et merci à Julie Becker et à Bertrand Poupart-Lafarge. C'était très intéressant. Je crois que vous avez compris qu'il y avait énormément de questions des internautes, comme il y en a eu énormément qui s'adressaient à Jean-François Cirelli. Un très court mot de conclusion pour tirer un premier bilan de ces 3 sessions qui se sont étalées sur 3 jours. C'est une formule en tout cas que nous avons, nous, éprouvée comme assez efficace. Les retours d'expérience qu'on a eu dès les premiers jours sur nos réseaux pour voir un petit peu comment se passait. Le ressenti chez les internautes a été très bon. Merci encore une fois à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. J'espère que vos préoccupations et vos demandes ont été en totalité transcrites. Pour information, toutes les questions, par exemple, que vous avez posées à Jean-François Cirelli, lui sont transmises de façon à ce qu'il puisse soit vous répondre de façon indirecte, soit en tout cas se nourrir de ce que vous avez exprimé au travers d'Internet. Merci enfin à Nicolas Maquel et à Luxembourg for Finance qui nous a permis d'organiser cette conférence en 3 épisodes d'une manière tout à fait efficace et tout à fait professionnelle de leur part en tout cas. Rendez-vous bientôt pour, dans un monde, j'espère, totalement déconfiné et redevenu un monde où on peut se rencontrer et se parler en face à face. Rendez-vous à bientôt pour continuer à travailler sur ces sujets avec Luxembourg for Finance. Merci à tous.